Nous avons vu dans une première partie les différences entre données, information et savoir. Nous allons maintenant nous interroger et nous intéresser sur les 5 questions principales préalables à tout projet de type SIRH. Je vous rappelle que ces 5 questions sont: expliciter une stratégie d'information au sein de la DRH, comment prendre en compte le contexte politique interne, que faut-il adapter dans la culture et les comportements, comment constituer un véritable réseau de professionnels de l'information, et enfin, comment faciliter l'accès à l'information. Expliciter une stratégie d'information. Cette question part d'un constat. L'information est souvent surabondante. En effet, au sein de la direction des ressources humaines, nous gérons tout un ensemble de données et d'informations relatives aux collaborateurs, à l'organisation et aux différents modes de fonctionnement de l'entreprise. Ceci nous amène à devoir examiner quelques points pour formaliser et clarifier la stratégie d'information. Tout d'abord, pour chacun des collaborateurs de la DRH, quelle information est prioritaire? Quelles sont les données et les informations dont nous avons besoin, dont ils ont besoin pour pouvoir travailler? Quelle information doit-on faire suivre et circuler? Ce qui nous permet d'identifier les schémas et les circuits de circulation de l'information à l'intérieur de la direction des ressources humaines, mais aussi vers l'extérieur de la direction des ressources humaines. Ceci nous permet d'identifier les domaines prioritaires et de travailler sur la notion de partage d'informations. Et derrière cette notion de partage d'informations se pose tout un ensemble de questions sur les droits d'accès. Les informations sont-elles toutes complètement accessibles à toutes les personnes au sein de la DRH? Par exemple, avez-vous accès à la rémunération du dirigeant? Ces éléments-là nous amènent à aborder les 2 derniers points. Quels sont les processus d'information que l'on met en place, cette circulation, les moyens que l'on va utiliser, et quels sont les éléments que l'on met en œuvre en cas de dysfonctionnement. C'est-à-dire, comment va-t-on prévoir la circulation de l'information critique? Comment prendre en compte le contexte politique interne? Pour essayer de répondre à cette question, nous allons aborder l'informatique au travers de quelques dates et reposer la définition de l'informatique comme étant la science du traitement mécanisé de l'information. Ceci nous permettra d'aborder ensemble les différents éléments concernant l'impact de la technologie sur l'organisation et voir que la mise en œuvre d'un ERP ou d'un intranet répond normalement à des enjeux organisationnels forts. Nous verrons à ce moment-là comment opérer les choix entre les différentes technologies qui s'offrent à nous. Les premiers mécanismes permettant de faire des calculs sont somme toute assez anciens. On pourrait citer notamment le mécanisme d'Anticythère, premier calculateur analogique astronomique connu, qui servait à calculer la route des navires. On pourrait également citer, plus proche de nous, la Pascaline, en 1623, inventée par Blaise Pascal, qui permettait de faire des additions. On peut également avancer, plus proche encore de nous, en 1834, les travaux de Babbage, mais également d'autres mathématiciens comme Boole, et en 1937-1936, la machine de Turing. En informatique théorique, une machine de Turing est un modèle abstrait du fonctionnement des appareils mécaniques de calcul, tel qu'un ordinateur. Ce modèle a été imaginé par Alan Turing en 1936, publié dans un article en 1937, en vue de donner une définition précise au concept d'algorithme ou de procédure mécanique. Il est toujours largement utilisé en informatique théorique, en particulier dans les domaines de la complexité algorithmique et de la calculabilité. À l'origine, le concept de machine de Turing, inventé avant l'ordinateur, était censé représenter une personne virtuelle exécutant une procédure bien définie, en changeant le contenu des cases d'un ruban infini, et en choisissant ce contenu parmi un ensemble fini de symboles.
À chaque étape de la procédure, la personne virtuelle devait se placer dans un état particulier parmi un ensemble d'états finis. La procédure est également formulée en termes d'étapes élémentaires. Par exemple, si vous êtes dans l'état 42 et que le symbole contenu sur la case que vous regardez est 0, alors remplacez ce symbole par 1, passez dans l'état 17 et regardez maintenant la case adjacente à droite. On commence véritablement à voir ici les premiers algorithmes apparaître. La machine de Turing, dont vous avez ici une représentation à l'écran, a été notamment utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale pour casser les codes secrets allemands. En 1945, l'armée américaine et le Department of Defense aux États-Unis a mis en place l'ENIAC, acronyme de l'expression anglaise Electronic Numerical Integrator on Computer, qui en 1945 est véritablement le premier ordinateur entièrement électronique construit pour être Turing complet, c'est-à-dire qu'il peut être reprogrammé pour résoudre en principe tous les problèmes calculatoires. En 1945 également, on voit apparaître le premier bug, en fait une mythe qui était tombée dans une imprimante et l'avait mise en panne. Dès lors, les ordinateurs commencent à envahir à la fois le monde militaire, mais aussi le monde de l'entreprise. Et des années 50, 60, 70 sont des années où l'on voit apparaître les grands calculateurs, les grands ordinateurs, les systèmes centraux. Ceci jusqu'en 1972, où la compagnie française des machines Bull propose le Micral. Le Micral est en fait le premier micro-ordinateur et est à l'origine des micro-ordinateurs que vous utilisez aujourd'hui. Cette évolution dans les techniques informatiques explique un petit peu le rapport qu'a l'informatique à l'information. Dans les années 60, les entreprises, et notamment l'industrie, se sont dotées massivement de sites centraux, de ces gros ordinateurs. Et simultanément à l'arrivée de ces ordinateurs centraux, qui étaient peu nombreux, on a vu se mettre en place une certaine forme de monarchie informationnelle. Monarchie informationnelle parce que si vous aviez à l'époque des calculs à effectuer, à utiliser un ordinateur, vous deviez aller demander aux informaticiens tout d'abord de vous développer une application spécifique, puis vous leur rapportiez vos données sur des cartes perforées, ils les passaient dans la machine, si vous me permettez cette expression, et vous restituez des cartes perforées et vos données et informations. Celui qui a le pouvoir, c'est véritablement l'informaticien. C'est pour ça qu'on parle parfois de monarchie informationnelle. Dans les années 80, l'arrivée massive des premiers micro-ordinateurs, les héritiers du Micral, généralement des PC, combinés au développement de tableurs, de systèmes de traitement de texte, de systèmes de gestion de bases de données ou de systèmes statistiques, cette arrivée massive a participé à une certaine forme de démocratisation de l'informatique. À l'époque, vous aviez un micro-ordinateur et puis vous commenciez d'une certaine façon à suivre vos propres informations, celles qui étaient utiles à vos modes de fonctionnement, celles que vous ne pouviez pas passer sur l'informatique centrale. Et au fur et à mesure, se sont constitués des petits îlots informationnels. On a commencé à voir se développer une certaine forme de féodalisme. Dans une première vidéo, je vous indiquais que l'informatique n'avait pas tenu toutes ses promesses, et notamment celle de décloisonner l'entreprise. Je pense que vous avez ici la parfaite illustration du pourquoi. L'arrivée de ces micro-ordinateurs a fait que chacun a développé ses propres outils, ses propres informations, et ceci indépendamment bien souvent les uns des autres. Oui, mais
ceci a eu d'autres impacts, et notamment l'informatique centrale étant compliquée à faire évoluer, l'informatique centrale coûtant excessivement cher. Eh bien, au fur et à mesure, l'intérêt d'avoir une informatique centrale s'est effacé. Les informations à forte valeur ajoutée étant contenues dans ces micro-îlots informationnels, dans ces micro-ordinateurs ou dans des petits serveurs. Ceci jusqu'au moment où, en définitive, le roi est mort. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Nous avons 3 possibilités qui, à ce moment-là, s'offrent à nous. L'anarchie vaincra. Oui, l'anarchie vaincra parce qu'en fait, toutes les informations à valeur ajoutée sont contenues dans les îlots informationnels, dans les micro-ordinateurs, et on ne voit pas très bien pourquoi on a besoin d'un site central. C'est peut-être oublier un peu vite les nécessités de reporting, de tableau de bord, de consolidation des informations, de partage des informations. La deuxième option, c'est le roi est mort, vive le roi. En fait, on part du principe qu'il faut assurer la cohérence des données et informations grâce à la structuration d'une base de données unique sur laquelle des applications viendront fonctionner. Concrètement, on va aller reprendre l'ensemble des données et des informations qui sont suivies dans chacun des îlots informationnels, les regrouper dans une seule et même base et avoir des applications qui vont tourner sur cette base et vont permettre de gérer les données, de produire des informations. C'est la définition classique de l'Enterprise Resource Planning, ERP, en français Programme de gestion intégré, le PGI, et en langage commun SAP. Sauf que le roi est mort, vive le roi, nous amène dans une situation où la monarchie informationnelle revient. Et qui dit monarchie informationnelle dit en fait tout un ensemble de dérives, les difficultés d'accéder, de faire évoluer les informations. Il est peut-être utile et intéressant que de savoir briser le cercle. Et c'est la troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est de bien partir du principe que chaque producteur d'informations, de données, de savoir est responsable de ce qu'il met à la disposition de la collectivité. Il en reste le propriétaire. La cohérence de l'ensemble est garantie par un système d'aiguillage qui donne accès aux informations. Imaginez, derrière chacun de ces îlots informationnels, vous en avez un qui concerne la formation, un autre la paye, un autre la gestion des temps, etc. Chaque responsable est responsable de la qualité des informations qu'il met à la disposition de chacun. On a un système qui permet d'échanger les informations. Mais surtout, on va avoir un système qui va éviter que l'on ait à ressaisir des informations plusieurs fois. En effet, est-ce véritablement efficace que de devoir créer un nouvel embauché dans 3 ou 4 systèmes? Bien sûr que non. Cette évolution, c'est ce que l'on peut appeler un système d'information fédéral. La partie fédérale, eh bien, c'est toute la partie concernant le dossier collaborateur, ses éléments administratifs. Et puis, sur le côté, à l'intérieur des sous-systèmes, vous avez la gestion des informations qui sont beaucoup plus dédiées à chacun des métiers, formation, gestion des carrières, paye, rémunération, etc. Vous allez me dire maintenant, à quoi sert d'avoir ce distinguo? Eh bien, il est très simple. Si vous êtes dans une grande entreprise qui a les mêmes modes de gestion sur l'ensemble de ses sites, qui veut avoir une forte homogénéité des règles de fonctionnement, l'ERP peut être une solution. Si dans votre entreprise, en fait, vous êtes plus une fédération de PME, PMI, comme il en existe pour certains grands groupes, eh bien, vous allez garantir à chacun des groupes, par exemple, qu'il puisse conserver son indépendance de gestion sur tout un ensemble de règles. Mais on va quand même être en capacité que de consolider l'ensemble. La troisième question concerne l'adaptation de la culture et des comportements.
En fait, et pour résumer cette partie, c'est comment faire pour passer d'information égale pouvoir à partage de l'information égale reconnaissance. Ça veut dire que l'on soit capable de diffuser de l'information à valeur ajoutée, avec une logique de partage de l'information et d'autocontrôle de celle-ci. Ce que l'on met à la disposition de tout le monde doit nécessairement être contrôlé et doit être juste. C'est imaginer de nouvelles manières de partager l'information. L'information et le partage de l'information peut être vertical, descendant, horizontal, entre pairs, ou système D. Et là, c'est un petit peu parfois la logique de la machine à café, où tout le monde peut avoir accès à tout et n'importe quoi. Mais quand on parle de partager l'information, ça veut quand même dire qu'on va évaluer les performances de ces systèmes de partage et qu'on va travailler sur des outils de communication spécifiques. Passer d'information égale pouvoir à partage de l'information égale reconnaissance, c'est refonder aussi les éléments liés à la collaboration. Et si l'on veut pouvoir collaborer efficacement, ça veut dire que l'on doit limiter la surcharge d'informations qui pèse sur chacun d'entre nous, pour qu'on puisse s'intéresser véritablement aux besoins des uns et des autres. C'est travailler en fonction de la pertinence des informations que l'on diffuse pour nos destinataires, c'est adapter les outils de communication au message et à la cible, et puis d'une certaine façon, imaginer de nouvelles techniques qui ne reposent pas simplement sur l'envoi en masse de tableaux de bord, par exemple. La quatrième question, importante, est de structurer un réseau de professionnels de l'information au sein de la DRH. Les rôles de ce réseau seraient d'identifier les besoins, d'analyser la demande, de garantir la qualité et la cohérence du système. Et d'une certaine façon, le rôle du réseau, c'est d'être en capacité de mettre les mêmes choses derrière les mêmes mots. Dans une première vidéo, nous expliquions que une information pouvait revêtir plusieurs sens à l'intérieur d'une même organisation. Ceci n'est pas acceptable. Il faut que l'on soit en capacité de garantir la qualité et la cohérence du système. Ça veut dire que les profils que l'on recherche, ce sont des profils d'experts métiers qui vont être capables d'expliquer pourquoi on calcule un indicateur de cette manière-là, que cette personne soit capable de recenser les sources d'informations, les experts, de gérer les demandes, de sélectionner et trier les informations obsolètes, imprécises ou peu fiables, de faire le ménage d'une certaine façon. Chaque fois que l'on demande de créer un tableau de bord, un indicateur, une des questions que l'on devrait se poser, c'est « Ok, mais est-ce qu'aujourd'hui, je ne sors pas, je ne produis pas des tableaux de bord et des indicateurs qui ne correspondent plus aux besoins de l'entreprise ?» Ça va être de replacer le contexte, de préciser la source, la chronologie, les informations comparatives. C'est aussi d'être en capacité de présenter l'information et de choisir les médias. Ce ne sont pas nécessairement des informaticiens qui vont structurer le réseau de l'informatique RH. Ce sont les experts métiers qui doivent clairement formuler ce dont ils ont besoin. Enfin, la cinquième question, c'est d'élaborer et de tracer une cartographie des sources et des modes d'information. 3 points essentiels: dresser une carte des informations dans l'entreprise, éventuellement formaliser un guide ou un système permettant de retrouver l'information, sa nature, sa définition, ses modes d'utilisation, etc. Ces éléments permettant ensuite, si l'on rentre dans une logique de projet, de rentrer dans ce qu'on appelle une analyse domaine du système d'information. Cette cartographie, elle est là pour nous dire et nous donner des points clés. Comment je calcule le taux d'absentéisme? Quelles sont les spécificités qui peuvent exister? Par exemple, qu'est-ce qu'une action de formation? D'un pays à l'autre, les définitions légales ne sont pas les mêmes, etc., etc. Je vous renvoie au document
joint pour voir d'une certaine façon un exemple de guide formulé dans une grande entreprise française qui vous montre bien comment les informations sont clairement détaillées avec les personnes qui sont en charge de les maintenir à jour, etc.